Mais qui est le chevalier blanc? Dans ces premiers cahiers de Lardin, nous allons aborder l'étude du Ricardianum en commençant par son premier paragraphe. Celui-ci traite de la première garde, puisqu'on nous décrit comment attaquer, à partir de cette première garde, quelqu'un qui se trouve lui aussi dans cette même posture. Un peu plus loin dans le manuscrit, il y a le passage sur les feintes, où le texte reprend d'abord cette technique d'une manière un peu plus élaborée, puis lui rajoute des feintes. Toutes ces précisions ne sont pas superflues, car comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, aucune des gardes est décrite, la partie théorique étant manquante. Et bien sûr, il n'y a pas d'image pour nous aider. Les feintes en elles-mêmes ici ne sont pas super pertinentes pour comprendre la première garde. Elles consistent surtout à broyer l'adversaire, mais dans notre cas aussi la MHER. Nous allons donc partir du postulat qu'une garde est une posture bien précise. C'est très souvent le cas dans les traités, mais pas toujours, voire par exemple CGM 558. Donc à partir de ces quelques lignes que vous trouverez sur le billet du blog de Lardian lié à ce cahier, nous allons essayer de reconstituer ce à quoi pouvait bien ressembler cette fameuse première garde. La première garde ou prime est un nom très répandu dans les AMHE. Il est encore utilisé de nos jours en escrime moderne. Souvent elle est définie par les auteurs comme la garde dans laquelle on finit lorsqu'on dégaine notre épée. Cependant, elle varie souvent aussi selon les auteurs, et puis quand on y pense, il peut y avoir de nombreuses façons de dégainer. Tout d'abord en bleu foncé, on voit que le pied droit est devant, au moins dans ce passage-ci. L'épée couvre le côté droit puisqu'on attaque la gauche de l'adversaire qui plus est par un main droit. Or un main droit vient plus facilement de la droite tandis que les revers sont plus aisés de la gauche. On voit dans le complément des feintes, en vert foncé, que finalement l'adversaire pouvait être aussi bien en porte de fer qu'en première garde. La porte de fer elle aussi n'est pas décrite dans le traité, cependant elle est bien connue depuis le XVe siècle et très utilisée dans l'école bolognaise contemporaine à notre Ricardianum. On va donc partir pour l'instant du principe que c'est plus ou moins la même. Donc notre première garde est forcément différente de la porte de fer. Donc, puisque c'est une garde basse, plus haute. On peut aussi déduire de notre texte en rouge que la pointe est plus ou moins dirigée vers l'adversaire puisqu'elle est suffisamment accessible pour qu'on cherche à la rabattre d'un main droit. Ensuite, on peut aussi affirmer sans trop hésiter, grâce au passage en vert clair, que la main n'y est pas plus haute que l'épaule, car on doit parer de là en demi-couverte. Les médecins et tuta coperta, ou demi-couverte et couverte complète, sont deux termes techniques que l'on n'en trouve que dans le Ricardiano, et aussi mais un peu différemment chez Lovino. Mais elles sont pas très difficiles à comprendre, on y reviendra peut-être plus tard. Ce sont les deux façons de parer, la demi-couverte avec la pointe en haut et la couverte complète avec la pointe en bas. On l'appelle sûrement ainsi car avec la pointe en bas on peut parer une attaque venant à n'importe quel endroit du corps, tandis qu'avec la pointe en haut, les cibles basses ne sont pas ultra difficilement protégées. La demi-couverte ne protège que la moitié du corps, la couverte complète la totalité du corps. On nous dit que l'adversaire part à partir de la première garde en Mezza Coperta. Or le plus naturel pour la Mezza Coperta, c'est quand dès le départ la pente est au même niveau ou plus haute que la main. Sinon, quand elle est plus basse, on a naturellement tendance à parer en tuta coperta. Ensuite, en bleu clair, la pointe ne doit pas être trop rétractée, car on arrive à atteindre la lame malgré la longue distance en avançant juste d'une vingtaine de centimètres. Le pas ne saurait être très grand puisqu'on avance la jambe droite uniquement alors qu'elle est déjà devant et bien écartée. Nous n'avons aucune idée d'ailleurs de ce à quoi correspond précisément une distance longue ou une distance courte. Mais enfin, ces deux mots ici, alors on va imaginer quelque chose d'assez long. La pointe ne doit pas être trop avancée non plus, puisqu'on arrive à le feinter, lui en première garde, sur une attaque aux jambes. Un renseignement que l'on trouve dans la dernière feinte en rose. Cela veut dire que malgré sa garde et sa pointe vers nous, on peut espérer s'approcher de lui suffisamment tout de même pour toucher ses jambes, ou du moins le lui faire croire. Tout ceci mis bout à bout, on arrive malgré tout à dégager une vision assez précise de ce à quoi pourrait ressembler la première garde. À droite, pointe vers l'adversaire, la main au niveau de l'épaule ou en dessous, ni trop avancée ni trop reculée. Finalement, ce premier paragraphe, malgré sa concision, nous a beaucoup éclairé. C'est une chance que l'on ne retrouvera peut-être pas sur les autres gardes et les autres chapitres. On verra si notre première opinion de la première garde reste compatible avec son utilisation dans les prochains paragraphes. Bon, allez, à plus! Le chevalet